Eh bien, téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va parler d'un thème très intéressant, d'un phénomène très intéressant. Il s'agit de la pollution de l'environnement et pour ce faire, pour en parler sur ce plateau, nous avons comme invité M. Aboubakar Biro Kouyaté. Il est ingénieur des mines et en même temps environnementaliste. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Et bienvenue sur ce plateau de Tout s'explique. Merci beaucoup. Alors avec vous, on va débattre, on va parler de la pollution de l'environnement. Mais d'abord, je vais vous demander, c'est quoi la pollution? Merci madame de m'avoir donné l'opportunité de parler sur votre plateau. Alors, le thème que vous évoquez est extrêmement large et important, comme vous l'avez si bien dit. Alors, pour commencer, la pollution de façon globale, c'est l'introduction d'un altérogène dans un milieu, que ce soit les milieux récepteurs, à savoir l'eau, l'air, le sol. Alors, cette substance, une fois introduite dans l'environnement, et le plus souvent sous l'effet de l'homme, parce que quand on parle de pollution, on met l'homme au centre de ce phénomène, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, une fois que ces substances ou ces radiations-là sont dans l'environnement, ça dégrade le milieu environnemental et c'est ce qui provoque ici la pollution. Donc de façon ramassée, c'est un peu cela la pollution. D'accord. Oui. Alors, il y a plusieurs types de pollution, c'est ça? Lesquels? Il y a effectivement plusieurs types de pollution. Si vous prenez le type de polluant, on peut citer au moins 6 types de pollution. Il y a des pollutions radioactives. Lorsque le polluant ici une source radioactive, ça peut être une source nucléaire par exemple, comme l'uranium et tout ça. Alors, il y a la pollution chimique. Lorsque les substances qui sont sources de pollution sont des substances d'origine chimique, alors on parle de pollution chimique. Il y a aussi la pollution organique. Lorsque, par exemple, les enfants ils défèquent dans la nature, et ça peut, ou alors la défécation à l'air libre, exactement, et qui s'accumule en grande quantité, ou alors des égouts qui sont lâchés, et tout cela qui se dirige vers un cours d'eau ou un point précis. Ou l'état d'immondice. Ou l'état d'immondice, on en parlera. Alors il y a aussi la pollution à partir des déchets solides. Les déchets solides. Donc là aussi on va en parler tout à l'heure. Et c'est quoi les déchets solides? Les déchets solides, c'est l'ensemble des déchets, parce que quand vous prenez de façon globale, ce sont des matières plastiques, tout ce qui est solide de façon générale et que nous rejetons dans la nature. Parce que le déchet, c'est vraiment ce que nous rejetons après usage. La notion de déchet aussi est très complexe. Donc tout ce que nous utilisons après usage, et on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse, ça devient déchet. Alors là, il y a catégories, il y a déchets liquides, il y a déchets solides. Alors ces déchets solides, je parlerai de ça tout à l'heure, donc constituent aussi un facteur de pollution. Il y a aussi, bien évidemment, les pollutions Internet. C'est un peu nouveau, mais j'avoue que c'est extrêmement important qu'on apprenne ici que l'Internet aussi pollue. Alors l'Internet pollue parce que vous avez les data centers. Les data centers, c'est des centres d'accumulation de tout ce que nous utilisons de données. Et par exemple, si vous prenez Facebook, si vous prenez Google et tant d'autres, ils ont des data centers et qui consomment énormément d'énergie, qui sont énergivores, comme je peux le dire, et qui ont une empreinte écologique extrêmement élevée sur l'environnement. Donc ces types de pollution aussi sont rentrés dans le jeu. Alors, si vous prenez la forme, je dirais qu'il y a la pollution
diffuse et la pollution ponctuelle. La pollution diffuse, par exemple, la source de pollution n'est pas identifiable. Ce n'est pas une seule source de pollution. Ça peut être l'activité de telle ou telle entreprise qui s'accumule et qui viennent polluer une ville, par exemple. Donc, tu ne peux pas dire qu'avec précision que voilà, cette pollution vient de là ou de là. Donc, et la pollution ponctuelle, c'est la source est identifiable. Par exemple, je gère du mazout dans mon industrie, et puis il y a déversement du mazout en un lieu précis, et il y a pollution. Donc c'est identifiable, tu peux venir voir la source de pollution, et voilà. Donc voilà, de façon simple, les types de pollution qu'on pourrait rencontrer. D'accord. Alors, ce qui m'a le plus piqué, c'est la pollution Internet. On sait qu'actuellement, tout le monde surfe sur Internet. Les réseaux sociaux sont carrément ouverts. C'est vrai qu'il y a même les vieux qui se connectent actuellement. Tout le monde se mêle en tout cas à la danse. Donc moi, j'aimerais bien savoir, parce que moi, le plus souvent, je reste tout le temps connecté. Je ne me déconnecte jamais. Donc, quelle pollution, moi, pourrait, je sais pas, en quoi ça pourrait m'affecter? Exactement. Voilà, c'est ce que je veux vraiment comprendre. Vous savez ce que j'ai fait exprès de maintenir cela dans la liste, parce que je sais le rythme aujourd'hui d'évolution de l'Internet dans nos pays aussi, les pays occidentaux, y compris nos pays. Alors, si vous prenez les messages, je veux dire les mails que nous envoyons, alors, une fois que nous activons un mail, le mail est en train de partir avec des pièces jointes, qui peut-être avec une grande capacité, Qu'est-ce qui se passe? Le serveur se met à travailler. Et ça génère effectivement de l'énergie, parce que plus le serveur est sous pression, plus il est obligé de produire de l'énergie. Et alors, vous, c'est votre effet, ça, ce qui est encore très petit. Alors, les études, par exemple, ont prouvé que en France, alors les serveurs qui sont utilisés pour ces data centers-là, ces serveurs ont un seul serveur a une capacité de consommation énergétique de l'équivalent de 30 000 Européens. Imaginez la consommation énergétique de 30 000 Européens. Tout ce qui, le courant, tout ce que vous connaissiez, tu vois, en termes de consommation énergétique. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est qu'il y a Facebook par exemple qui est en train de monter carrément sur un réseau purement bio, qui est en train d'utiliser l'énergie pour les data centers, qui est en train de quitter et le Facebook et Google sont en train de quitter les énergies polluantes pour les énergies renouvelables. Donc beaucoup peuvent faire la même chose. Et peut-être nous autres, pour le moment, ce qu'on pourrait faire, je ne veux pas m'étendre beaucoup sur ça parce que ça ne nous intéresse pas trop, mais c'est juste en flash parce que nous avons des choses importantes à dire pour notre pays. Tout le temps. Oui. Donc peut-être qu'on pourrait supprimer les messages inutiles quand c'est inutile dans nos boîtes. Quand ce n'est vraiment pas utile, il faut les supprimer. On pourrait vraiment chercher à compresser nos mails quand on veut les envoyer. C'était peut-être quelques bonnes manières pour nous en attendant, mais j'avoue que ce sujet à débattre. Bien, merci bien. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup édifié parce que je suis tout le temps connectée. Donc maintenant, vous allez un peu nous parler des cas de pollution. Oui, il y a eu plusieurs cas de pollution à travers le monde. Mais je vais choisir deux. Le premier, c'est la pollution au mercure à Minamata. Alors, dans les années 1907, une usine pétrochimique a été installée au Japon.
Et 25 ans plus tard, cette usine a fait un nettoyage global et a déversé tous ces déchets dans une baie qu'on appelle la baie de Minamata. Et voilà, ça a continué. Il a fallu attendre 1952, c'est-à-dire 20 ans plus tard, 20 ans après le déversement. Le déversement est lié à 1932. En 1952, presque toute la population est tombée malade. Voilà, c'est des cas de paralysie, c'est des cas de mort-née. Et voilà, c'était extrêmement sérieux. Et voilà ce qui a attiré l'attention de toute la population. Il fallait savoir la cause. Alors les chercheurs, les scientifiques se sont mis à la tâche. Ils ont compris que la cause, c'était le déversement du mercure. Le mercure qui fait partie des métaux lourds et qui est extrêmement toxique et qui a provoqué ces cas de pollution. Si je me permets, à Minamata, je crois qu'il y a eu plus de 23 000 cas de décès. Et puis les Nations Unies se sont levées. On a mis en place la convention de Minamata. La Guinée même est signataire de cette convention pour lutter contre ces métaux lourds, pour lutter contre le mercure à travers le monde. Alors je peux parler aussi du cas de Propokuala. Propokuala, vous êtes au courant, vous savez déjà, la presse africaine en a parlé à l'époque. Et la Guinée même en a échappé de belle, d'après les informations que nous avons reçues. Alors, c'est parti du golfe de Mexique. À partir du golfe de Mexique, vous vous rappelez, le bateau Propokuala a été chargé de coques de pétrole de mauvaise qualité. Et lorsque le chargement a été fait, il a été question de trouver une destination pour une élimination. C'était vraiment ça le but, il fallait éliminer. Et ça fait le tour, ils sont venus en Amsterdam. Arrivés en Amsterdam, ils ont débarqué, ils ont essayé de traiter avec un traitement sauvage avec de la soude, qui n'a pas marché. Et voilà, les autorités s'en ont plaint. On a récupéré le déchet, parce que c'est vraiment un déchet dangereux. Et puis on s'est dirigé vers l'Afrique. Imaginez un déchet dangereux qui n'a pas été recyclé ni éliminé dans des pays développés, se dirige vers l'Afrique. Et puis Trafigura, à l'époque, qui assurait la transaction. Et je crois qu'ils sont venus dans les côtes africaines, notamment en Afrique de l'Ouest. La Guinée à l'époque a refusé, les autorités, je tire chapeau. Et on s'est retrouvé en Côte d'Ivoire tout près. Et puis il a été entendu qu'on pourrait traiter ces déchets en Côte d'Ivoire. Là, les déchets ont été déversés en pleine mer. Et ça fait des conséquences énormes, 7000 morts. 7000 intoxiqués, oui, en Côte d'Ivoire, c'est en 2006, un passé très récent, en 2006. Alors il y a eu 7000 intoxiqués. Et puis des organisations comme Greenpeace et autres ont porté plainte. Il y a eu plusieurs procès à Londres, il y a un procès à Londres, le procès a été, des personnes ont été indemnisées. Et après on a relancé le procès aussi parce que vous voyez, des cas comme ça sont très dangereux. Alors, il y a plusieurs cas de pollution à grande échelle qui se produisent. La Guinée aussi, on en a connu dans des zones industrielles à l'époque qui ont été très vite absorbées. Mais voilà, c'est extrêmement important de connaître ces cas et de savoir que ces substances peuvent vraiment être très dangereux, comme le mercure, comme le sulfure, parce que le cas des coques, c'était vraiment le sulfure, par exemple, mélangé à de la soude caustique. D'accord. Alors, est-ce que aussi, je ne sais pas, tout à l'heure, vous m'avez parlé des ampoules et tout, donc dites-nous un peu comment est-ce que cela vraiment peut avoir un effet sur nous. Ça, c'est vraiment important aussi, le cas guinéen. Je pense que quand vous prenez aujourd'hui Conakry, vous prenez notre pays,
et vous voyez le code de l'environnement, qui est un code très bien élaboré, et vous voyez l'application du contenu, vous avez à vous poser beaucoup de questions. Parce que réellement, nous sommes en face d'une situation très sérieuse. Parfois, moi, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, notre avenir. En environnementaliste, nous sommes souvent alarmistes, mais on essaie aussi de venir avec des propositions concrètes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a effectivement des déchets dangereux que nous manipulons à longueur de journée. D'accord. Mais nous n'avons pas souvent conscience que ces déchets sont dangereux. Et nous n'avons pas été préparés à gérer ces déchets. Et ici, vu qu'on n'a pas un système de gestion des déchets non dangereux, il n'est pas évident qu'on ait un système de gestion des déchets dangereux. Et pire que ça, c'est que c'est des personnes qui ne s'y connaissent pas qui manipulent ces déchets dangereux. Exactement. Donc je prends pour le cas de la Guinée l'exemple de ces ampoules, économiques, par exemple, ces ampoules économiques. Et c'est lancé, oui, c'est la mode. C'est vrai que ces ampoules économiques, comme leur nom indique, c'est économique. À l'achat, c'est très cher parce Vous parlez des néons? Oui, des ampoules LBC. Voilà, ça doit être ça. Hein? Oui. Qui sont à l'achat, qui sont très chers, qui sont plus chers que ces autres ampoules incandescentes. Oui. Et puis, mais c'est pas chaud. C'est pas chaud, d'accord. Et puis, et que j'ai vu à un moment EDG remplacer même certaines ampoules incandescentes par ces ampoules-là, ce qui est très bien parce que ça réduit notre consommation en énergie. Ça réduit même notre impact écologique sur l'environnement de façon globale. Quand on parle des gaz à effet de serre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces ampoules contiennent une substance de mercure. Okay? Et je viens de vous parler du cas de Minamata. Exactement. En petite quantité, vraiment en petite quantité, ça il faut vraiment le reconnaître, c'est quasiment plus minime que la quantité qui se trouve dans les thermomètres. On est en train de chercher même à éliminer certains thermomètres à mercure aujourd'hui. Mais ces ampoules, le danger, je vais vous l'expliquer et je tiens à attirer l'attention là-dessus, c'est que ces ampoules peuvent péter. Ok? Exactement. Elles peuvent péter. Oui. Et soit elles sont allumées, elles pètent. Oui. Ou alors un enfant a l'ampoule là à la maison et puis elle tombe, elle se casse. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les gens quand des situations comme ça arrivent? On a voulu apaiser notre poche pour ne pas qu'on paye beaucoup à la facture. Mais un autre problème, c'est notre problème de santé. Il faudra bien que ces ampoules, après usage, parce que certains appellent les petits déchets dangereux, mais qui ne doivent pas être gérés par nous après. Moi, en tant que citoyen, vous, en tant que citoyen, vous ne devez pas gérer ces déchets. Ces déchets doivent être recyclés dans un centre apprécié, spécial. Parce qu'il contient un élément que moi je ne peux pas gérer. Si l'ampoule casse dans votre maison demain ou après-demain, prenez des précautions s'il vous plaît. La première des choses, si l'ampoule est allumée et elle se casse, il y a le mercure sort sous forme de vapeur. D'accord. Okay? Et le mercure qui sort sous forme de vapeur est plus dense que l'air qui se trouve dans votre milieu. Donc vous absorbez ce mercure d'abord avant de respirer l'air qui est là. La première des choses, c'est d'ouvrir portes et fenêtres de votre maison rapidement. Aérer très vite la maison, essayer d'ouvrir. Aucun enfant ne rentre. Aucun enfant ne rentre pendant ce temps. Protégez-vous de gants si c'est possible. Protégez-vous les pieds. Si vous avez des masques à nez, vous les portez. Et vous procédez à un nettoyage systématique de votre maison. Vous pouvez par exemple, ne faites pas de climatisation pendant ce temps. S'il y a le climatiseur, coupé très rapidement. S'il y a laissez une ventilation naturelle, un bon temps. Et regroupez les particules qui sont cassées de l'ampoule, vous les mettez dans un chasset, vous les scellez, vous gardez quelque part.
Pour vous dire que même quand vous envoyez ça dans la nature, c'est dangereux. C'est des métaux lourds. Ils ont deux effets. Ils ont une durée très longue dans la nature. Et lorsque des animaux digèrent, mangent ces déchets, il y a un effet de bioaccumulation et de bioamplification qui est là et qui peut se diriger vers nous. Alors ça, c'est le cas des ampoules. Il y a aussi un cas non moins important des piles. Les piles que tout le monde utilise en Guinée. Mais les 100% des utilisateurs des piles utilisées en Guinée se retrouvent après dans nos poubelles. Se retrouvent dans la rue, se retrouvent dans nos jardins. Dans les mains des enfants même. Des enfants, oui, dans les jardins. Et voilà. Et vous savez comment nos déchets sont gérés. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est aussi vaste mais important. Et j'en ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, ces déchets, ces piles sont jetées partout et partout. Et puis, moi je me dis qu'en Guinée, excusez-moi du terme, personne n'est épargné par la consommation des métaux lourds. Aucun Guinéen n'est épargné. Et quelque part, les piles qui viennent aujourd'hui, je me suis posé la question, vous prenez les piles, vous les mettez dans votre torche, c'est 2 jours après, c'est fini. Ce n'est plus utilisable. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous importer des déchets dangereux? Alors, ces piles contiennent effectivement des métaux lourds. Et ces métaux lourds, une fois jetés, nous sommes sur la côte. Et quand vous prenez la situation, nos situations ici, les mamans, les sœurs, quand il pleut, ils jettent les déchets dans les caniveaux, ça draine. Ça va où? Ça va partir jusqu'au niveau de la mer, parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle cette dynamique hydrosédimentaire. Les eaux du continent, et puis sont drainées, sont charriées vers la mer. Et même avant d'arriver en bordure de mer, il y a ce qu'on appelle la mangrove. Cette chaîne qui protège la mer et qui est un écosystème extrêmement important. Et alors, ces déchets, ces métaux lourds vont se retrouver dans ces zones de reproduction des poissons et de beaucoup d'autres espèces. Et nous consommons les poissons. Et voilà, je vous ai parlé de l'effet de bioamplification. Toujours est-il que c'est le dernier consommateur qui souffre. Alors, ce n'est pas le petit poisson qui va manger, qui va être avalé par le grand poisson. Le grand poisson, chaîne alimentaire. Vous connaissez la chaîne trophique. Et voilà, finalement, c'est l'assiette de M. Souma. Il est bien assis au salon, en train de manger son poisson qu'il a acheté, et puis voilà, mais qui est déjà contaminé. Alors là, on ne parle plus de pollution, on parle de contamination. Vous savez, quand c'est la santé des personnes qui sont en jeu, on parle de contamination et non de pollution. Quand c'est plus large encore, voilà. Donc voilà, ces cas qui, à mon avis, méritent vraiment l'attention. Et puis, je pense qu'on a du temps, donc on va parler d'autres sujets aussi. D'accord. En tout cas, le débat, il est très intéressant parce que par rapport à ce qui concerne les ampoules, moi, une fois, il y a une ampoule qui a pété chez moi, mais moi, je savais complètement pas, qui a éclaté, pardon, je savais pas qu'il fallait ouvrir les portes et fenêtres et tout, donc j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Voilà donc, et mes téléspectateurs, je rappelle qu'on a comme invité sur ce plateau M. Aboubakar Biro Kouyaté. Il est ingénieur des mines et environnementaliste. Alors avec lui, nous parlions de la pollution de l'environnement. Alors M. Aboubakar, je vais vous demander aussi de nous parler un peu du réchauffement climatique. Oui, je disais, madame, merci beaucoup. Le réchauffement climatique... et cette augmentation de la température au niveau de la Terre suite aux effets de l'homme, parce que elle est plutôt anthropique, et puis nos activités de tous les jours, les activités des industries, a augmenté les gaz à effet de serre au niveau mondial. Et ces gaz à effet de serre qui au départ jouaient un rôle d'équilibre, se sont tellement accumulés dans la nature qu'aujourd'hui, ces gaz deviennent un problème pour l'humanité.
Si je vous explique l'effet de façon très simple, ce qui se passe, c'est qu'il y a le rayonnement solaire. Le soleil émet des rayonnements qui nous tapent, qui nous reviennent à terre. Et ces rayonnements, une fois à terre, sont réfléchis, sont retournés. Et une fois retournés, trouvent un obstacle. Cet obstacle, ce sont ces gaz-là. Mais étant donné que ces gaz-là se sont fortement accumulés au-dessus de nous, notamment le COD, le monoxyde de carbone, d'azote et tout cela, se sont fortement accumulés au-dessus de nous sous l'effet des industries polluantes. Ces gaz reviennent, la chaleur, ces rayonnements reviennent et ça contribue au réchauffement de notre planète. Et ce qui fait aujourd'hui que les glaciers sont en train de fondre au niveau des pôles, ce qui fait aujourd'hui effectivement que nous avons des problèmes au niveau de l'agriculture, des problèmes d'inondation, des catastrophes naturelles, et tout cela sont des conséquences de nos actions sur l'environnement. Donc c'est vraiment une réalité. Il faudra que chacun s'y mette, parce que c'est bien possible, et pays développés et pays en développement. On ne va pas dire aux pays en développement de ne pas se développer, non, mais on va leur dire de ne pas se développer de la même manière que les autres. Parce qu'ils sont développés d'une manière, et nous avons compris aujourd'hui, l'Afrique et les pays en développement ont tout à gagner, à mon avis, quoi. Ils ont tout à gagner parce que ils doivent tirer les leçons passées des pays développés pour se dire, ok, voilà notre orientation. Notre orientation pour nos enfants, nos petits-enfants. Notre orientation pour notre propre survie. Donc je pense que ça c'est extrêmement important. Des lieux comme Conakry, nous avons absolument nous avons intérêt à être prudents des conséquences du réchauffement climatique. Quand vous prenez Kaloum qui est vraiment en presqu'île, vous regardez un peu notre position géographique et vous voyez un peu la dernière fois quand il a plu vers Madina, cette remontée de l'eau. Vous avez vu, peut-être que les gens n'en ont pas trop conscience, mais on doit vraiment chercher à se poser beaucoup de questions sur l'avenir de notre propre lieu d'habitation. Donc, je dirais par exemple que parmi les conséquences, il peut y avoir inondation. Il peut y avoir effectivement inondation. Aujourd'hui, à Conakry, c'est possible. Moi, je ne suis pas alarmiste, mais je pense que à Conakry, je suis en train de faire une analyse, à mon avis, que je voudrais partager avec les autres. C'est extrêmement important. Conakry est entouré d'eau. Il pleut énormément. Il n'y a plus de caniveaux. Les caniveaux sont bouchés par les ordures. Ensuite, les eaux, une fois charriées, doivent aller quelque part. Je vous ai expliqué tout de suite la dynamique hydrosédimentaire. Alors, normalement, ce sont ces zones humides-là qui doivent être les réceptacles de ces quantités énormes d'eau-là. Donc, les eaux du continent vont aller soit dans ces zones humides, soit dans un mangrove. Mais malheureusement, toutes ces forêts de proximité, toutes ces zones humides sont en train d'être transformées en maisons, en habitation. Ça, c'est vraiment extrêmement dangereux. J'ai sillonné un peu le littoral. J'ai fait tout le littoral guinéen en tant que chercheur. Il faut que l'alerte soit donnée et que des dispositions soient prises à temps. D'accord. Je rappelle que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Donc, vous nous avez fourni d'amples infos, en tout cas sur la pollution de l'environnement. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui reste à dire. Donc, prochainement, on va vous prendre à la radio parce que là-bas, on a beaucoup plus d'heures de débat qu'à la télé. Donc, on vous remercie vraiment pour toutes ces infos. C'est moi qui vous remercie, madame. D'accord. Alors,
Voilà donc, aimables téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez beaucoup appris comme moi, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses. Je ne voulais même pas clôturer l'émission tellement que c'est important. Donc je rappelle que nous avions comme invité ici sur ce plateau M. Aboubakar Biro Kouyaté. Il est ingénieur des mines et environnementaliste. Avec lui, nous avons parlé de la pollution de l'environnement et on a touché plusieurs aspects. Donc, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un autre thème. En attendant, au revoir et on espère que les conseils tomberont dans de très très bonnes oreilles. Au revoir et portez-vous bien.